Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. La Ville de Montréal a décidé de remplacer les vieilles lampes au sodium de près de 132 000 lampadaires par des diodes électroluminescentes, ce qu'on appelle des DEL, de 4000 K, 4000 Kelvin. Cette nouvelle devrait-elle nous inquiéter? Un avis de la Direction régionale de la santé publique de Montréal soutient que non, même si la proportion de lumière bleue serait plus importante dans ce type de lumière blanche, il n'y aurait aucun risque pour la santé. Cet avis a été réalisé en collaboration avec l'Institut national de santé publique et à la demande de la Ville de Montréal. Les principaux constats se font rassurants. L'exposition à la lumière bleue augmenterait très faiblement et il n'y aurait aucune étude scientifique étudiée qui aurait confirmé ce lien-là entre la lumière bleue et des problèmes de santé, selon les chercheurs de la santé publique. Pour faire le point, je rejoins tout de suite Louis-François Tétrault, toxicologue à la Direction de la santé publique de Montréal et co-auteur de cet avis. Bonjour. Bonjour. Dans le dossier des luminaires DEL de la Ville de Montréal veut installer dans la métropole, ce qui ressort beaucoup de ce dossier, c'est le risque que présenterait l'augmentation de lumière bleue. On parle même de 30%, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Expliquez-nous ce qu'il en est. J'aimerais d'abord vous remettre en contexte. Nous, ce qui nous a été demandé par la Ville, c'est d'évaluer le risque à la santé des luminaires de rue DEL à 4000 Kelvin. Pour ce faire, la Direction de santé publique de Montréal, comme dans toute bonne démarche d'analyse de risque, a révisé l'ensemble de la littérature scientifique qui était disponible au niveau des risques à la santé. On a trouvé deux grands types de risques qui pourraient être associés à la santé. Le premier est vraiment au niveau de la perturbation des rythmes circadiens, des cycles biologiques. Et le second est vraiment sur les dommages qui pourraient être engendrés au niveau de la rétine. On a ensuite calculé l'exposition d'une personne aux luminaires de rue. On l'a aussi utilisé à titre comparatif l'exposition d'une personne à l'intérieur de son domicile. En faisant l'amalgame de l'ensemble de ces informations-là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y aurait pas de risque en compte tenu que l'exposition est vraiment sous les seuils de lumière bleue, donc pas de risque à la santé de la population montréalaise. Est-ce que on a beaucoup de peur par rapport à cette lumière-là qui va être installée? Il y a beaucoup de méconnaissances aussi. On pourrait penser même que ça fait penser aux peurs qui existent par rapport au micro-ondes. Est-ce que quand on la regarde, par exemple, cette lumière-là, ça endommage les yeux? Vous avez regardé les dommages à la rétine? Oui, il y a beaucoup de littérature au niveau des effets de la lumière sur la rétine. Là, lorsqu'on parle de lumière bleue ici, la lumière issue des luminaires DEL à 4000 Kelvin ne serait pas littéralement bleue, ce serait plutôt une lumière blanche. C'est simplement que dans cette lumière blanche-là, il y aurait une certaine proportion de lumière un peu plus bleue. Alors, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est que la lumière peut causer, si on est exposé pour une très longue période à des assez hautes intensités, des dommages au niveau de la rétine. La majorité des études animales présentent des expositions qui sont très élevées, donc on a des expositions dans les milliers ou les centaines de lux, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on s'attend d'avoir un luminaire de rue, qu'on est dans les 3 à 8 lux. Et pour des durées très, très longues, donc exposé toute la journée ou toute la durée de vie de l'animal. Ici, lorsqu'on regarde un luminaire de rue, on a une courte exposition qui est souvent transitoire entre l'exposition au domicile et l'exposition sur le lieu de travail. Dans cette étude-là aussi, les rats sont souvent, de façon synthétique, on force la dilatation de la pupille. Donc, il y a beaucoup plus de lumière qui rentre, qui se range jusqu'à la rétine. Ce qui n'est pas le cas normalement, puisque la contraction de la pupille est justement là pour protéger cet effet de la lumière-là. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une fonction de risque. Donc, étant donné qu'il y a assez d'informations, il y a une formule mathématique qui existe où on peut rentrer l'information sur la lumière, ce qu'on a fait avec les luminaires de rue DEL à 4000 K. Et on peut déterminer avec ça, est-ce qu'il y a un risque pour la population au niveau des dommages à l'œil?
Et ce qu'on voit, c'est que même pour une population sensible, il n'y a pas de risque avec ces luminaires-là de dommages à l'œil. Et donc, on peut s'arrêter en bas du luminaire, le regarder pendant 5-10 minutes dans le blanc des yeux, puis on n'aura pas de dommages à notre rétine. Techniquement, je vous recommande pas de faire ça. Ça va être quand même assez éblouissant. Ça va être inconfortable pour la personne qui le regarde. Vous allez probablement cligner des yeux assez rapidement. Par contre, on s'attend pas à avoir un dommage au niveau de la rétine. Oui. Qu'en est-il de la perturbation du sommeil et du rythme circadien, donc le rythme biologique lié à la veille et à l'endormissement? Oui, lorsqu'on parle des rythmes circadiens, on voit en fait la majorité de la littérature en ce moment est là au niveau des travailleurs par corps, donc des travailleurs qui ont des horaires atypiques, qui vont travailler la nuit. Que l'Organisation mondiale de la santé a montré, c'est qu'il y avait un risque entre ce type de travail-là et certains types de cancers. Par contre, c'est pas directement fait comme lien au niveau entre que c'est la lumière qui engendrait ces risques-là. Au niveau de la population générale, ce qu'on voit, c'est que les études de bonne qualité qui mesurent l'exposition à l'intérieur des domiciles et qui lient ça avec des cas, des effets sur la santé, finalement, on semble ne pas voir d'effet au niveau de la lumière, la nuit et ces impacts-là comme le cancer et l'obésité. J'aimerais aussi rappeler avec ça qu'on a vraiment calculé au niveau de l'exposition. L'exposition à la lumière bleue issue des luminaires de rue est en fait 3 fois inférieure à celle qu'on pourrait s'attendre à avoir au domicile lors de la lecture d'un livre avec une ampoule incandescente classique de 60 ou 100 watts. Oui, donc, parce que toutes les ampoules incandescentes halogènes en contiennent, c'est ça? C'est ça. Toutes les lumières contiennent souvent une proportion de bleu. Les luminaires de rue qu'on a actuellement contiennent déjà une proportion de bleu. Les luminaires dans nos domiciles contiennent une proportion de bleu. On est plus exposé pour une même période de temps à l'intérieur de notre domicile à la lumière bleue que lorsqu'on est dans la rue. On passe beaucoup plus de temps durant la soirée exposé à la lumière dans nos domiciles que dans la rue. Puis souvent aussi, il s'agit dans la rue d'une exposition transitoire. Donc, on est exposé aux luminaires de rue lorsqu'on se dirige de notre travail à notre domicile pour une courte période de temps, entre 2 milieux qui sont éclairés artificiellement avec de la lumière bleue. Oui, quand on marche dehors, oui. Oui, c'est ça. Donc, on n'entrevoit pas vraiment un impact significatif au niveau des rythmes circadiens. Par contre, notre recommandation, c'est de limiter le plus possible la lumière intrusive. Donc, peu importe le type de luminaire qui serait choisi par la Ville de Montréal, on aimerait qu'il y ait des modes de gestion des plaintes afin de s'assurer que, oui, il y ait un bon éclairement au niveau de la rue puis du trottoir, afin de s'assurer que ce soit sécuritaire pour les piétons, cyclistes et automobilistes, mais de limiter le plus possible l'éblouissement ou la lumière intrusive, donc s'assurer que s'il y a un problème, les citoyens peuvent communiquer avec la Ville et que le problème soit réglé dans les plus brefs délais. Oui, lumière intrusive, c'est quand le lampadaire est juste en face de notre fenêtre? La lumière intrusive, c'est vraiment lorsque la lumière est dirigée dans un endroit où on ne la voudrait pas. Dans ce cas-ci, c'est vraiment à l'intérieur des domiciles. Donc, la lumière de rue ne devrait pas éclairer l'intérieur de votre chambre à coucher. Et c'est ce que nous, on recommande, c'est d'assurer que la Ville mette en place des systèmes pour corriger ce genre de problème-là. Parce que là, ça pourrait peut-être nuire au sommeil? Bien, c'est certain que nous, on reconnaît que la lumière ou l'éblouissement, la lumière intrusive ou l'éblouissement peut être très incommodante. Si on veut pas la lumière dans notre chambre à coucher, ben ça pourrait être incommodant d'en avoir. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que la Ville règle ça le plus rapidement possible, mais ça pourrait être incommodant, peu importe le type de lumière qu'on choisit. Oui, mais incommodant qui pourrait même troubler le sommeil, jusqu'à troubler nos nuits. Bien, c'est certain que si on parle entre autres du stress ou simplement le fait que ça soit inconfortable parce que l'intensité de la lumière est très élevée, oui, ça pourrait occasionner certaines fois des perturbations du sommeil. Par contre, ici, on parle que c'est indépendant du type de luminaire. Donc, on n'entrevoit pas qu'un luminaire dès la 4000K générerait plus de lumière intrusive que n'importe autre type de luminaire.
l'Association médicale américaine recommandait plutôt des luminaires de rue à 3000 K pour leur rue. Quelles sont les différences notables relevées entre 3000 et 4000 K? Eh bien, la différence vraiment est au niveau de la température de couleur, donc la perception de la lumière. La lumière à 3000 K va être moins blanche. Moins éblouissante? C'est pas nécessairement seulement en lien avec l'éblouissement, c'est vraiment au niveau de la couleur. Donc, en ce moment, on a des lumières qui sont un peu plus jaunâtres à Montréal. Oui. Si on se dirige vers le 4000, on va avoir des lumières qui sont un peu plus blanches. Donc, le 3000 serait finalement un intermédiaire entre les deux. Oui, pour la santé, il n'y a pas de différence notable? Avec le 3000K, les DEL à 3000K auraient une petite quantité de bleu de moins, en fait une proportion de bleu de moins, mais c'est important de voir qu'on a fait quand même les mesures, d'avoir la quantité de lumière bleue à l'œil, donc c'est important de rapporter ça toujours en exposition. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a fait nous. Et vraiment, l'Association américaine de médecine, lorsqu'elles font leur avis, elles se basent entre autres sur l'impact sur la faune, l'éblouissement, l'esthétisme général de la lumière, et c'est en mélangeant tous ces facteurs-là qu'ils vont arriver avec une recommandation de 3000 K. Nous, on s'est vraiment limité aux impacts associés à la santé. Ouais. Et c'est pour ça que nous arrivons à des conclusions que la lumière de rue DEL à 4000 K n'engendrerait pas de problème pour la santé. Il ne s'agit cependant pas d'une recommandation, donc la ville peut prendre, comme d'autres villes, d'autres facteurs dans son choix de lumière, comme l'esthétisme, la protection du ciel étoilé ou la protection de la faune, afin de choisir le type de luminaire. Oui, contrairement à ce qu'on a pu lire dans les médias, vous ne recommandez pas l'implantation de l'éclairage DEL. Vous assurez seulement que c'est sans danger. Vous assurez que pour la population, n'est-ce pas? Vous avez d'autres recommandations. Vous l'avez évoqué légèrement tout à l'heure, mais des gestions de plaintes. Quelles sont les autres recommandations que vous faites? C'est comme vous l'avez dit, effectivement, nous, on ne recommande pas un type de luminaire en particulier. Notre recommandation, c'est vraiment associée à l'implantation des nouveaux luminaires, d'avoir que la ville mette en place plusieurs modes qui vont faciliter l'implantation de ces luminaires-là, que ce soit en prévenant les citoyens que, justement, il va y avoir des nouveaux luminaires, en établissant des modes de gestion des plaintes afin de s'assurer que s'il y a un problème de lumière intrusive ou d'éblouissement, il soit réglé rapidement. Parce que, comme on l'a dit, on peut reconnaître que ça va être très incommodant et que ça pourrait... étant donné que ça peut être très incommodant, qu'on veut que ça soit réglé dans les plus brefs délais. Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Louis-François Tétrault, toxicologue à la Direction de la santé publique de Montréal et co-auteur de l'avis commandé par la Ville de Montréal sur l'impact de la santé sur ces luminaires à 4000 Kelvin. Qu'en est-il de la pollution lumineuse? Cette nuisance causée par l'utilisation inadéquate et abusive de l'éclairage extérieur. Elle modifie l'environnement nocturne naturel et serait susceptible de nuire à la faune et aussi à ceux qui aiment observer les étoiles. Les villes ont besoin d'éclairage, mais elles rayonnent souvent au-delà de leurs murs et très souvent réduisent notre vision du ciel nocturne. Impossible, par exemple, d'espérer compter les étoiles à Montréal, sauf avec le projecteur d'étoiles du Planétarium de Montréal. Est-ce que l'implantation de lumière DEL pourrait changer cela? Nous en parlons avec Rémi Lacasse, astronome amateur et ancien président et fondateur de IDEA Québec, Association internationale pour le ciel noir, section Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, comment est le ciel à Saint-Faustin? Le ciel ici est quand même très bien. Je vis dans un endroit un petit peu retiré du village et de Saint-Faustin et de Mont-Tremblant. Alors, d'ailleurs, on s'est installé ici pour pouvoir bénéficier d'un ciel relativement noir. Oui, Mont-Tremblant dans les Laurentides, est-ce qu'il est noir? Comment s'éclaire Saint-Faustin?
Ah, 5%, c'est clair, avec un éclairage traditionnel, là. La municipalité n'a pas opté encore, du moins, pour un changement vers la technologie DEL. C'est l'éclairage traditionnel de sodium à haute pression, là. Oui. Comment réagissez-vous à la nouvelle de la Ville de Montréal de vouloir se doter donc de luminaires DEL 4000K? Oui, bien, premièrement, la décision de la Ville, en tant que représentant de IDEA Québec, on ne se positionne pas vraiment comme un organisme qui va commenter ou s'ingérer dans les décisions des villes. IDEA Québec est plutôt positionné, ou sa mission, en fait, est de sensibiliser la population, les organismes municipaux à l'éclairage responsable et de l'éclairage qui protège le ciel, non seulement le ciel, mais également la faune et la flore. Alors, la décision de la Ville n'est pas encore prise et c'est eux qui, en tenant compte de tous les plus et les moins de différents éclairages, c'est eux qui vont en assumer, en fin de compte, la responsabilité. Oui, on parle beaucoup de couleur bleue, mais quels sont les barèmes importants auxquels nous devrions nous attarder? Bien, la couleur bleue, il faut faire attention. On met beaucoup d'emphase sur la couleur comme telle, mais la couleur dans un éclairage responsable et écologique, en fait, est seulement un des 4 que moi j'appelle critères principaux. Oui, il y a la couleur, mais il y a aussi la quantité de lumière ou si on peut qui va amener potentiellement de l'éblouissement. L'intensité. Pardon? L'intensité. L'intensité de la lumière, effectivement. Son orientation, ce qui est aussi très important. Si on oriente les lumières de n'importe quelle façon, ça peut créer de la lumière intrusive pour les citoyens, etc. Il y a évidemment l'usage aussi, la durée. Éclairer seulement les endroits qui sont nécessaires et pour la période nécessaire également. Alors, en plus de la couleur de la lumière, il y a ces 3 autres critères-là qui sont extrêmement importants aussi. Et même si on a un éclairage sans lumière bleue, si l'installation n'est pas bien faite, en fait, on gagne pas grand-chose, là. Non, hein. Vous avez travaillé à établir une norme avec le Bureau de normalisation du Québec pour protéger le ciel de la pollution lumineuse. Pouvez-vous nous donner un petit peu quelques exemples de critères? Bien, c'est assez technique, là. Par contre, la norme établit ce qu'on peut appeler 4 zones, disons, au niveau qui va tenir compte de le nombre de population, dans quelle région la ville ou le village est situé. On tient compte de ça, puis même à l'intérieur de ça, dépendant des villes, par exemple, il va y avoir des zones avec certains critères qui sont différents. Si on est, par exemple, en banlieue versus une zone industrielle ou un centre-ville comme Montréal, par exemple, ces zones-là vont avoir des recommandations, des critères qui sont différents selon la zone et donc l'usage également. Mm-hmm. Par contre, aller dans les détails ici dans moi je recommande aux gens d'aller ceux qui sont responsables ou décisionnels au niveau de l'éclairage. Je recommande fortement d'aller chercher justement la norme qui est disponible et puis se baser sur ça pour établir quel éclairage on va devoir installer. On va installer selon
la région, selon la zone dans laquelle on se situe. Oui, d'aller sur Internet aussi ou sur votre page à IDEA Québec. Oui, effectivement. Est-ce que cela risque d'aggraver cette décision-là, d'aggraver la pollution lumineuse du ciel montréalais? La ville vous a consulté. Elle réfléchit d'ailleurs à un projet d'éclairage intelligent. Oui, en fait, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que quand on parle du changement d'éclairage à la ville de Montréal, selon ce que j'en sais pour avoir été assez près de certaines personnes impliquées, il y a aussi un volet, ce qu'on peut appeler l'éclairage intelligent, qui va faire en sorte que l'éclairage va être mieux géré dans certaines régions. Par exemple, selon l'achalandage, l'éclairage peut être différent d'une période dans une période de la soirée versus la nuit, par exemple. C'est ce que permet les DEL que les autres éclairages traditionnels ne permettent pas. C'est d'être capable de atténuer l'intensité, de même, dans certains cas, au niveau de la sécurité, installer des détecteurs de mouvement et l'éclairage, à ce moment-là, n'est utilisé seulement qu'au besoin. Soit au besoin pour un certain secteur ou au besoin pour au niveau de la sécurité, par exemple. Si on a un détecteur de mouvement et l'éclairage s'allume seulement que quand il y a une intrusion, c'est beaucoup plus efficace que de super éclairer 24 heures par jour. Hein. Oui, d'implanter des DEL, est-ce qu'on pourrait au contraire donc améliorer la pollution lumineuse, en fait, diminuer la pollution et améliorer le ciel nocturne qu'on pourrait voir? Effectivement, avec les DEL, si c'est bien fait, encore une fois en tenant compte des 4 critères que je mentionnais tantôt, ça pourrait et ça peut effectivement diminuer l'intensité de la lumière dans son ensemble. Maintenant, on a l'erreur qu'on a fait dans certains cas, c'est de simplement remplacer les lumières qui sont en place présentement par des lumières DEL avec une intensité beaucoup trop élevée, avec une couleur d'éclairage qui n'est pas appropriée. Et là, on se ramasse avec de l'éblouissement dans certains cas. Mais il ne faut pas blâmer les DEL pour ça. Il faut plutôt blâmer la qualité de l'installation et les raisons pour lesquelles on veut éclairer. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que IDEA Québec sensibilise les gestionnaires, veut sensibiliser les gestionnaires et peut-être la population. C'est quoi exactement le mandat de IDEA Québec? Ben, le mandat comme tel, la mission de IDEA Québec, en fait, c'est de sensibiliser, d'informer et de faire la promotion du ciel, d'un ciel qui protège l'environnement. Et protéger l'environnement, évidemment, c'est très large, mais notre mission, vraiment, c'est de faire circuler l'information, d'informer les gens et de sensibiliser, évidemment, comme je le disais tantôt, la population à la problématique du mauvais éclairage qui a des effets néfastes pour l'environnement, la faune, la flore et évidemment les humains. Oui, et sur nos ciels nocturnes. Oui, exactement. Oui, le ciel étoilé, c'est quand même pour l'IDEA Québec qui le ciel nocturne fait partie de nos priorités également. Oui. Est-ce que c'est le ciel étoilé? Est-ce que c'est considéré comme un patrimoine de l'humanité? Est-ce que c'est pas comme un patrimoine comme tel, je dirais, je pense pas que c'est reconnu par l'UNESCO ou comme tel, à ma connaissance du moins, puis je peux me tromper. Par contre, il y a des régions où on a décidé de protéger le ciel étoilé
et d'en faire, ni plus ni moins, de caractériser une région en se positionnant comme une région où le ciel nocturne et le ciel étoilé est vraiment exceptionnel et on veut le protéger. Et je parle ici, entre autres, de la réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic, par exemple. Oui. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Rémi Lacasse, qui est astronome amateur et ancien président et fondateur de IDEA Québec. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours aussi nous suivre sur Facebook, sur Twitter et tous les réseaux que vous préférez. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like CDMA microarray. Son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de labo se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down, we teach stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy monte ses